Merci de faire le bon choix qui est de suivre Kinactu Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette page rétrospective de la semaine. Nous recevons sur ce plateau le docteur Noël Tiani Mwanda-Vita. Il est économiste de formation, auteur, mais aussi acteur politique congolais à qui nous souhaitons le bienvenu. Bienvenue, docteur. Merci de me recevoir ici. Merci. Les tiroirs de l'actualité hebdomadaire de Kinactu Télévision a été renfermé, mais nous l'ouvrons pour vous refaire vivre l'actualité dominante à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal rétrospectif. Il avait prêté serment le mardi 2 juin dernier devant le garant de la nation congolaise, Félix Antoine Tshisekedi, mais devant les deux chambres du Parlement, lui, le nouveau procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mukongo Kolesha, qui a rempli cette formalité constitutionnelle, suivait cet élément. La conseillère en charge des questions juridiques et administratives de la présidence, Nicole Toumba Boacha, a tenu à rappeler les termes de cette circonstance qui entre dans le cadre de la réforme de l'appareil juridique congolais. Cela étant, et comme précédemment dit, la présente cérémonie trouve son fondement dans les raisons suivantes. Premièrement, elle a lieu en votre présence et sous votre présidence, en votre double qualité de magistrat suprême et représentant de la nation en vertu de l'article 69, in fine, de la Constitution, tel que modifié à ce jour, le président de la République assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la conformité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et des accords internationaux. Deuxièmement, parce qu'elle concerne au premier lieu, en premier chef, le peuple congolais, au nom de qui la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national. Troisièmement, parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de la grande réforme de la justice. Ainsi arrive le temps de la prestation de serment du nouveau procureur général près la Cour constitutionnelle. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec dignité et honneur, les fonctions qui me sont confiées. Le président de la République prend acte de cet engagement fait par Jean-Paul Mukolo. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de procureur général près la Cour constitutionnelle. Mes très sincères félicitations. Ceci marque officiellement la prise de commande de Jean-Paul Mukolo Kokesha comme procureur général près la Cour constitutionnelle, dont la nomination avait intervenu au même moment que celle des autres hauts magistrats du pays. Alors, docteur Dambé-Tiani, vous venez de suivre cet élément. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui par rapport aux charges qui lui ont été confiées? Oui, d'abord, je voudrais lui souhaiter bonne chance. Ce sont des responsabilités extrêmement importantes pour notre pays. Sa prise de fonction complète, c'est que je peux dire, donc la mise en place du dispositif judiciaire en République démocratique du Congo au niveau le plus élevé possible. Et je peux dire que ce que nous attendons de lui, tout comme ce que nous attendons des autres hauts fonctionnaires dans le domaine de la justice, c'est la bonne administration de la justice. Vous savez que notre pays a souffert de ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance, l'absence d'état de droit. Et aujourd'hui, nous avons réalisé que ces deux éléments qui nous manquaient ont retardé le développement de notre pays. Si nous arrivons à mettre en place un système de justice fonctionnel avec une bonne administration de justice, nous pouvons espérer développer le Congo au profit de tout le peuple congolais. Merci. Parlons justice. Malgré le décès du juge Yanni Raphaël, le procès sur le programme de 100 jours du chef de l'État s'est poursuivi le mercredi 3 juin dernier sous la présidence de notre juge au nom de Piero Bakinda Vita. Regardez cet élément. Il n'y en a pas qui comprend mon français. Je vous dis, j'ai l'argent au Liban, j'ai l'argent à Istanbul, j'ai transféré Liban pour l'argent. 4 heures ont suffi à la lecture des procès-verbaux lus par la greffière du tribunal Lisette Niamakila et après s'en est suivi l'instruction proprement dite démarrée par le nouveau juge-président Piero Bakenge qui a juste succédé le défunt président Raphaël Yanni. D'entrée de jeu,
Les juges ont instruit les mesures d'isolement aux témoins avant de poursuivre l'audience de ce mercredi 3 juin au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison de Makala. En effet, plusieurs questions ont été formulées aux prévenus par les ministères publics, notamment au directeur des cabinets du chef de l'État Vital Kamerhe et les chargés d'exportation et importation à la présidence de la République, M. Mouyima Jano, autour des présumés détournements des deniers publics visant la réalisation des travaux de 100 jours initiés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Vital Kamerhe a estimé que c'est au ministre du Développement rural, Justin Bistakwira, d'en fournir les explications quant à ces. Au cours de cette troisième audience, quelques faits importants ont été relevés à l'endroit de Jamal Sami, des prétendus transferts fraudulés des fonds sans passer par les établissements de crédit attitrés. Le transfert, vous l'avez fait comment? Par Robank. Par la Robank? Oui, excusez-moi. Mais Attendez. Est-ce que vous aviez souscrit une licence à la Banque centrale? J'ai fait une licence une fois, parce que ça retarde beaucoup. Ils ont préparé les marchandises ailleurs. Ils me suivent, je suis commerçant. Il y a l'argent au Liban, il y a l'argent à Istanbul. Excusez-moi, monsieur le président. Excusez-moi. Il y a l'argent... Bon, avant, monsieur le président, vous m'écoutez, s'il vous plaît. Vous m'écoutez, s'il vous plaît, une seconde. En outre, plusieurs zones d'ombre se sont observées, précisément dans le secteur vital, celui du développement rural, raison pour laquelle les ministres honoraires, Justin Bistakwira et son secrétaire général au développement rural, Georges Kochi, ont été invités comme témoins devant le tribunal. Répondant à quelques questions qui lui ont été posées par les juges, président Justin Bistakwira a fait savoir au tribunal qu'il reconnaissait ses signatures apposées sur différents documents relatifs. Mais il insiste ne pas avoir envoyé aucun de ses subalternes de prendre part à travers les réunions regroupant les experts des ministères qui avaient dans leur attribution la charge d'exécution de ces travaux de 100 jours. De son côté, Vital Kamerhe brandit les documents attestant que plusieurs experts des ministères du développement rural avaient bel et bien pris part aux séances de travaux en amont. Juste après, les préoccupations se sont succédées tant de la partie défenderesse de Vital Kamerhe, du ministère public. Un troisième témoin a également comparu. Il s'agissait d'un directeur du ministère du Développement rural. Quelques pas de tortilles démontrent que cette affaire atterrisse déjà en douceur afin que la lumière soit faite. Affaire à suivre. Alors, docteur, nous venons donc juste de suivre le procès 100 jours. Qu'est-ce que ça vous fait de regarder les ministres comparaître devant la justice? D'abord, je voudrais exprimer ma satisfaction de voir que l'état de droit que nous avons toujours réclamé est en train de se mettre en place de façon très claire. Et je suis content aussi que ce procès soit retransmis en direct à la télévision nationale congolaise. Pourquoi? Parce qu'il faut non seulement juger les faits de ce qui s'est passé dans cette transaction de maisons, d'acquisition de maisons préfabriquées, mais il faut aussi que ça puisse contribuer à l'éducation du peuple congolais. Moi, j'apprends beaucoup du fonctionnement du système d'administration congolaise. Et je ne savais pas qu'on avait autant de défaillances dans l'administration congolaise à suivre tous les acteurs qui sont intervenus donc dans cette transaction d'acquisition de maisons préfabriquées. Et je réalise que notre pays a un grand problème. D'abord, un problème de vision de développement. Qu'est-ce que nous voulons réaliser en tant que pays? C'est quand même surprenant qu'un pays qui veut se reconstruire, qui a 85% de la population active au chômage, au lieu de construire des maisons localement utilisant la main-d'œuvre congolaise, on va acheter des maisons préfabriquées en Turquie. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est un peu le rôle de notre Banque centrale dans tout ça. La Banque centrale a pour mission de pouvoir conduire la politique monétaire pour donner au peuple congolais une monnaie stable, une monnaie crédible. Mais ce qui est surprenant ici, c'est que les gens vont à la Banque centrale, on les sert en cash et à la fin de la journée, l'argent s'évapore dans la nature. Il y a des transferts qui sont faits illégalement en dehors du pays, en dehors du secteur bancaire. C'est de l'anarchie totale. Donc ce procès est très important pour nous, pour que nous puissions prendre conscience des défaillances déjà de l'administration publique congolaise, des institutions congolaises.
mais également de ce que nous devons faire pour que dans l'avenir, on puisse éviter que tout ceci ne puisse se répéter encore. Et qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre la mort de l'ancien juge, le défunt juge Yanni, Raphaël Yanni? J'étais sincèrement très choqué et très triste. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour présenter mes condoléances à sa famille, à son épouse, à ses enfants, à ses frères et sœurs. Je les ai vus pleurer à la télévision. Voilà quelqu'un qui est mort, donc si je peux dire, sur le champ de bataille. Il est allé pour travailler pour le peuple congolais et en direct à la télévision, à suivre tout ce que nous avons appris et à suivre aussi les conclusions de l'autopsie. Si ce qui est rapporté sur les réseaux sociaux donc est correct, il a été empoisonné, je pense que ce n'est pas humain et ce n'est pas congolais. Et je demande que notre pays puisse faire ce qu'il faut pour arriver à mener l'enquête nécessaire afin de punir de façon crédible, de façon responsable, les auteurs donc de cet empoisonnement. Okay, merci. Toujours le lundi 1er juin, le ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longodo, avait rectifié les tirs en fixant l'opinion congolaise dans la frange en doute fort l'existence de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Suivez. La maladie qui a atteint beaucoup d'autres pays avant le Congo ici. Et quand la maladie arrive au Congo, vous dites que c'est faux. Tout simplement parce qu'on veut se faire connaître au niveau de réseaux sociaux. On veut emballer la population dans le fausseté. Il n'y a personne qui bénéficie de l'argent ici. Et on ne peut pas accepter qu'on bénéficie de l'argent sur le dos de Congolais, des gens qui meurent. Donc il ne faut pas penser que nous inventons la maladie ici, parce que nous avons besoin d'argent ici au Congo, où un individu a besoin d'argent. Et depuis que cette pandémie a commencé, tout ce qu'on a mis comme argent pour lutter contre cette maladie, il n'y a personne, parce que nous sommes en train de gérer ces financements très bien, je dirais qu'il n'y a personne qui a pris ne fût-ce qu'un franc. Et il y aura des auditeurs qui vont passer ici pour auditer cette gestion. Et des gens qui seront attrapés seront jugés et s'ils sont coupables, ils seront arrêtés. Donc, nous sommes en train de gérer des petits moyens qu'on met à notre disposition avec rigueur. Alors, docteur Noetiani, un petit commentaire sur la vidéo que vous venez de suivre. Oui, d'abord, je voudrais dire que la gestion de tout le processus de la riposte à la pandémie de Covid-19 soulève beaucoup de questions dans notre pays. Et je tiens à dire que cette maladie, elle est dangereuse. Elle est vraiment dangereuse parce qu'elle tue sérieusement, malheureusement, le peuple congolais. Il y a beaucoup de gens qui continuent à douter ou à ne pas être convaincus qu'il faut prendre toutes les précautions qu'il faut pour éviter la propagation de la maladie. Je répète, la maladie, elle est dangereuse, elle est meurtrière, elle ne pardonne pas. Si vous l'attrapez, il y a des probabilités que vous ne puissiez pas donc survivre. Donc, mes chers compatriotes, faites le nécessaire pour suivre à la lettre les instructions qui sont édictées par les autorités sanitaires. Maintenant, en ce qui concerne la gestion de tout le processus par le gouvernement, je crois qu'il y a beaucoup de cafouillage, beaucoup de tâtonnements, beaucoup de confusion. Je souhaiterais que le gouvernement prenne ses responsabilités et fasse le nécessaire pour protéger la population. On entend le ministre de la Santé parler, c'est très bien, mais on ne sent rien, par exemple, au niveau du Premier ministre. Le Premier ministre, qu'est-ce qu'il fait tous les jours? Je voudrais que le gouvernement, à ce niveau-là, s'implique davantage pour que nous puissions sentir qu'on prend cette question de Covid-19 comme étant une question prioritaire dans notre pays. En ce qui concerne l'allocation donc des ressources pour la lutte contre la pandémie, il faut aussi que le gouvernement mette ses mains dans la poche. J'invite les membres du Parlement à pouvoir se réunir en urgence, à pouvoir réexaminer le budget et à voir
la possibilité de dégager des ressources qui ne sont pas utilisées actuellement ou même qui étaient allouées à d'autres priorités, on peut allouer ces ressources-là à la priorité des priorités qui est donc la lutte contre la pandémie. Quel jugement portez-vous à cette équipe de la riposte? Vous savez, lorsque la pandémie a explosé dans notre pays en début du mois de mars, on avait un seul cas. Aujourd'hui, nous sommes autour de 764. Ça veut dire qu'il y a une progression constante, une évolution exponentielle. À juger par les chiffres, il y a lieu de douter de l'efficacité donc de l'équipe de riposte. Mais je sais aussi que c'est une équipe qui se bat avec des moyens de bord, avec des moyens très limités. Je me rappelle que le docteur Mouyembe et son équipe avaient présenté un budget au départ de 135 millions de dollars pour mener efficacement la lutte. Jusqu'à présent, j'ai compris que notre pays, notre gouvernement n'a pu leur donner ou bien mobiliser pour cette lutte qu'environ 10 millions de dollars. Ce n'est pas assez. On ne peut pas faire quoi que ce soit dans ce domaine-là si on n'a pas assez de moyens. Et on ne peut pas attendre simplement que le tout nous vienne sous forme d'aide des pays étrangers ou des organisations internationales. Je demande encore une fois de plus que notre gouvernement, avec notre Parlement, travaille de concert pour réallouer les ressources budgétaires qui étaient déjà dans le budget, mais qui étaient destinées à être utilisées pour autre chose, qu'on les mette à la disposition donc de l'équipe de riposte ou bien du ministère de la Santé pour arriver à organiser la riposte comme il se doit. Le comité multisectoriel organise le confinement de la commune de la Gombe, mais nous remarquons dernièrement des embouteillages. Est-ce que cette gérance est bien effectuée? C'est quand même scandaleux. J'appelle ça confinement avec embouteillage. Normalement, j'ai vu à la télévision les confinements à New York. Vous savez, à New York, où j'ai vécu pendant plusieurs années, en temps normal, vous ne pouvez pas marcher comme ça sans marcher sur les pieds de quelqu'un. Donc, c'est plein de personnes. J'ai vu la vidéo hier. Il n'y a personne dans la rue. Donc, quand on parle de confinement donc, aux États-Unis, à New York, tout le monde reste chez soi. Mais chez nous, on parle de confinement. On voit que les gens ne suivent pas les instructions. Je ne peux pas expliquer le fait qu'il y ait donc des embouteillages donc, dans la ville de la Gombe. Encore une fois de plus, ça montre bien que la prise de conscience n'est pas encore au niveau de ce que nous souhaitons en tant que pays. Je voudrais rappeler à tout le monde, cette maladie, elle est meurtrière, elle est dangereuse. Ne nous aventurons pas à sortir si on doit donc rester à la maison. Il ne faut sortir qu'en cas de nécessité et il faut observer toutes les mesures des gestes barrières, comme on les appelle. Oui. Se laver les mains régulièrement, utiliser le savon, garder la distance suffisante entre interlocuteurs, porter les masques. Donc, toutes ces mesures qui sont recommandées par les autorités sanitaires, il faut le faire, même si c'est inconfortable, parce qu'elles sont salutaires. Merci. Mesdames et messieurs, en économie, les Congolais assistent à des scènes désolantes sur le marché d'échange dans la ville-province de Kinshasa. Ces derniers s'inquiètent de la dépréciation du franc congolais qui occasionne la flambée de prix sur le marché quinois. Regardez. La dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères a occasionné la flambée des prix des denrées alimentaires sur le marché de vente. Il y a de cela 3 mois, $1 américain s'échangeait à 1700 francs congolais. Aujourd'hui, $1 américain se négocie à plus ou moins 1900 francs. Cette variation de taux de change a suscité l'explosion de coûts des denrées alimentaires de première nécessité. Actuellement, un sac de riz se vend à 38 000 francs congolais, alors qu'il y a peu on pouvait s'en procurer à 31 000 francs congolais. Même une boîte d'allumettes est passée à 100 francs, soit le double du prix initial. Les quinois interviewés s'interrogent sur les raisons qui occasionnent la flambée des prix en cette période de confinement. Nous votons les députés, mais ils ne travaillent que pour leurs intérêts et ceux de leur famille. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre les raisons de cette hausse des prix sur le marché de vente en cette période de confinement. Le poisson, le foufou, la braise, tout est en hausse. Nous demandons au gouvernement de s'impliquer pour stabiliser cette situation déplorante. Par ailleurs, cette situation déplorable est observée depuis le mois de mars dernier, en début de l'apparition de la pandémie du coronavirus sous sa forme de la COVID-19 en République démocratique du Congo. Suivre comme moi, quelle réaction? Oui, le peuple congolais, il est pris en otage. Il est pris en otage, pourquoi? Parce que son pouvoir d'achat ne fait que se détériorer donc, de jour en jour, et ça dure depuis plusieurs années.
Vous savez, lorsque on a lancé le franc congolais, $1 achetait 1,3 francs congolais seulement. Donc $1 est égal à environ 1 franc congolais. Aujourd'hui, nous sommes à $1 égal à 1900 francs congolais. Il faut que les gens comprennent très bien ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que notre monnaie a perdu la valeur à peu près 175 000%. C'est très grave. C'est-à-dire que l'élément principal de paupérisation de la population, c'est la monnaie congolaise. Alors, pourquoi est-ce que nous vivons cette situation? Une combinaison de facteurs. La première raison, c'est qu'au niveau du gouvernement, il n'y a pas une bonne politique économique et politique budgétaire. Quand on fait un budget, il faut le respecter. Mais notre gouvernement ne respecte pas le budget. Au point où, à la fin du mois d'avril, on avait prévu d'avoir un excédent budgétaire de 34 milliards de francs congolais, mais à la place, nous avons réalisé 620 milliards de déficit de francs congolais. C'est-à-dire que nous dépensons plus d'argent que ce que nous avons dans la caisse. Pourquoi nous dépensons de l'argent que nous n'avons pas? Et comment est-ce que nous arrivons à financer cela? Pour arriver à financer ce déficit, ce que le gouvernement fait, il met pression sur la Banque centrale. La Banque centrale se met à imprimer des billets. On tourne ce qu'on appelle la planche à billets. Donc on imprime de l'argent, plus d'argent que l'économie ne peut soutenir. Et à la fin de la journée, c'est de l'argent qui ne conserve pas de la valeur, qui n'a aucune valeur. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui ce que j'appelle la monnaie des singes. Pardon. Alors, ça c'est l'élément numéro 1. Maintenant, l'élément numéro 2. Au niveau de la Banque centrale, nous n'avons pas une bonne politique monétaire, politique d'échange. Nous avons entendu le gouverneur de la Banque centrale témoigner pendant ce procès des Camérés. Mais nous sommes tous sidérés. Ce n'est pas ça le rôle d'une banque centrale. Une banque centrale donc, doit chercher à stabiliser la monnaie. Mais notre banque centrale fait du n'importe quoi. Il n'y a pas de politique monétaire. Les gens sont là-bas pour s'enrichir, eux, mais au détriment donc, du peuple congolais. Donc, moi, pour que nous puissions sortir de cette situation-là, je recommande un certain nombre de choses. La première chose, c'est de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et ce que nous avons entendu du gouverneur de la Banque centrale, ça montre très clairement que la banque a besoin donc des changements au niveau de la haute direction. C'est une banque qui a fonctionné pendant plusieurs années sans avoir un conseil d'administration donc en règle. Je suis content, le chef de l'État a annoncé tout récemment qu'on va renouveler le conseil d'administration et je comprends, j'espère que le renouvellement du conseil d'administration va inclure tous les membres, c'est-à-dire le gouverneur, les 2 vice-gouverneurs et les administrateurs pour qu'on ait une nouvelle équipe au niveau de la haute direction de la banque, mais également au niveau du conseil d'administration, pour que l'institution monétaire commence à fonctionner normalement, à concevoir et à mettre en œuvre la politique monétaire, à surveiller le secteur bancaire. Nous avons suivi ce que la Robank est en train de faire. C'est une banque mafieuse. Comment est-ce qu'elle peut se comporter comme ça dans un pays où on a une banque centrale qui est incapable de pouvoir donc la superviser? Elle se comporte comme ça parce qu'elle agit en connivence avec les autorités de la Banque centrale. Et en plus de cela, nous sommes surpris d'entendre que la Banque centrale paye des gens, le comptable de la présidence qui arrive à la Banque centrale, on lui remet $1 million cash. Ça ne se fait pas, nous avons des banques. Pourquoi ne pas utiliser donc ces banques-là? Donc, la Banque centrale est en train donc de désorganiser donc l'économie congolaise. Il faut que le chef de l'État se réveille le plus tôt possible pour arriver à remettre l'équipe qu'il faut à la Banque centrale au niveau de la haute direction, au niveau du conseil d'administration, pour que le travail sérieux commence donc à se faire, qu'on stabilise donc le pouvoir d'achat de la population congolaise. La dépréciation du franc congolais occasionne la flambée de prix sur le marché. Vous allez voir le même article, 3 endroits différents, 3 prix différents. Donc, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour stabiliser la situation? Oui, pour stabiliser la situation, c'est ce que je dis. Vous savez, quand on a $1 aujourd'hui égal à 1 franc congolais, je vais simplifier les choses pour que les gens comprennent facilement. Donc, $1 égale à 1 franc congolais et qu'on avait importé un sac de riz pour $30. Et on devait vendre ce $30-là au départ pour ce sac de riz pour $35. Et le marchand s'est fait un bénéfice donc de 5 $. Mais lorsque le franc congolais se déprécie, c'est-à-dire que $1 qui passe par exemple à 2 francs congolais, le même sac de riz va coûter le double. Et tout cela, c'est à cause donc du taux d'échange, parce que les commerçants, ceux qui ont importé donc ces sacs de riz, ils vont vendre leurs marchandises en tenant compte donc du prix d'importation qui était donc en dollars, mais en y ajoutant aussi donc leur marge bénéficiaire. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons stabiliser la monnaie. Si la monnaie reste stable au prix de $1 égal à 1 franc congolais, donc il n'y a pas possibilité que les commerçants puissent chercher à se faire
trop de bénéfices s'ils avaient donc un coût d'importation qui reste relativement donc stable. Ce que nous devons faire donc, c'est mettre en place l'équipe à la Banque centrale qui doit faire en sorte que la monnaie congolaise conserve de la valeur, et si elle conserve de la valeur en ce moment-là, elle pourra avoir un entraînement donc sur les prix de biens de consommation, mais également tous les prix dans notre pays. L'état d'urgence sanitaire est prorogé pour la 4e fois pendant une durée de 15 jours. Telle est la décision prise par la séance plénière tenue le vendredi 5 juin dernier, dont elle a fini tard dans la soirée. D'autres sujets étaient aussi traités au cours de cette plénière de la Chambre basse du Parlement. Alors, le Parlement a encore prorogé 15 jours. Est-ce que vous êtes favorable avec cette décision? Je suis favorable à toute mesure qui va dans le sens de pouvoir combattre la propagation de la maladie. Et l'état d'urgence n'a pas été mis en place par le chef de l'État par plaisir. Ça a été mis en place, pourquoi? Parce qu'on a peur que sans état d'urgence, il y aura propagation exponentielle donc, de la maladie au sein de la population. Donc pour éviter cela, on a mis ces restrictions-là, l'état d'urgence, pour donner suffisamment de pouvoir au chef de l'État, au gouvernement, de prendre toute initiative nécessaire à éviter la propagation à grande échelle donc, de la maladie. Et pour l'instant, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes passés donc d'un seul cas de personnes contaminées au début du mois de mars. Nous sommes maintenant à 3700 et quelques de personnes contaminées donc, en début de ce mois de juin. Donc je considère que la pandémie n'est pas encore maîtrisée. Nous sommes encore donc, en situation donc, de crise pandémique. Par conséquent, la prolongation donc, d'état d'urgence, de la période d'état d'urgence, est tout à fait donc, justifiée. Est-ce que la prorogation de l'état d'urgence contribue aussi à au prolongement des confinements de la commune de la Gombe? Du confinement, pardon, de la commune de la Gombe. Bon, déjà le confinement se justifie parce que nous sommes dans une période d'urgence. On ne peut pas restreindre les libertés individuelles des gens s'il n'y a pas, on n'est pas en situation d'urgence. Donc, je crois que les deux donc, sont liés. Étant donné que nous avons encore besoin de pouvoir continuer ce déconfinement, soit pour la ville de Gombe, soit pour l'ensemble aussi donc, de la ville de Kinshasa, je crois que ça se justifie de pouvoir avoir l'état d'urgence donc prolongé pour quelques jours encore. Ok, merci. Mesdames et messieurs, passez donc un excellent week-end en compagnie de Kin Actu Télévision. Nous avons reçu sur ce plateau le docteur Noël Tiani Mwanavita, à qui nous disons merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie de m'avoir reçu ici et je suis content que vous avez appris à prononcer mon nom correctement parce que la fois dernière, vous avez beaucoup de difficultés. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Merci.